Lacan, nous et le réel, 70e séance. Vous écoutez? Oui, mais est-ce que vous y attrapez un petit quelque chose qui ressemble à du réel? Dans la difficile tâche de vous faire entendre ce soir, disons, quelque chose. On entend? On n'entend pas. Et comme ça, entend-on. Bien, je vais essayer de revenir donc sur quelque chose qui a marqué les derniers séminaires et qui peut-être, je dis pas est passé inaperçu, mais en tout cas n'a pas été mesuré à sa juste valeur, c'est l'importance dans la vie du sujet de cette notion qui a été évoquée par l'analyse du rêve et qui va donner lieu dans l'enseignement de Lacan à l'analyse d'un autre rêve du même genre qui concerne donc la mort du père. On peut dire que la mort du père, il n'y a de père que mort en psychanalyse, est la clé de voûte de tout l'enseignement analytique. Ce en quoi, effectivement, la psychanalyse a quelque chose à voir avec le christianisme, comme nous l'avons déjà abordé. Donc cette notion du rêve du père mort, nous avons vu la dernière fois, emmène le sujet sur une considération qu'il ne peut pas avoir parce que s'amorce là le refoulement, c'est qu'il a souhaité la mort du père parce que son père souffrait et que la mort apparaissait à ce moment-là comme une délivrance, sortir enfin de cette souffrance intolérable, mais ce souhait de mort, là, faisait écho à un autre souhait qui lui est refoulé depuis longtemps et qui concerne donc la tendre enfance, la prime enfance, en tant que le père fait souvent, pour ne pas dire pratiquement tout le temps, l'objet d'un souhait de mort. Et le paradoxe, c'est que c'est salutaire, parce que ça va permettre à l'enfant, justement, dans une rivalité imaginaire avec le père, pour un enjeu de pouvoir, nous allons développer ces notions un peu plus tard, de s'inscrire dans le symbolique. Donc il faut qu'il y ait eu un conflit imaginaire qui soit porté par l'enfant comme un fantasme, à proprement parler, donc un souhait de mort, pour que l'accrochage au symbolique se fasse. Alors revenons un peu sur ces notions-là, qui sont des notions, disons, tellement archaïques qu'il est difficile d'y faire retour, et pourtant, l'actualité de ces notions-là se manifeste tous les jours. Là, par exemple, on peut parler d'un fantasme de toute puissance, ce qu'on constate tous les jours avec à la fois la prise de pouvoir autoritaire des gouvernements sur les populations, le fait que cette prise de pouvoir se fasse par ce qu'on appelle le discours courant. Vous savez que le discours courant, c'est le discours du maître actualisé, qu'est le discours capitaliste dans sa forme actuelle. Et donc ce discours courant, nous y revenons encore une fois aujourd'hui par la courbe du graphe qui est une courbe rétroactive parce que cette courbe-là du discours courant va rencontrer la chaîne signifiante et il y a donc deux temporalités, ce qui est souvent, disons, oublié, refoulé, et que le sens d'un propos
vient après coup. Il vient après coup parce qu'il y a deux temporalités, et une qui est l'inscription du sujet dans des énoncés, et sa possibilité de prendre une distance par rapport aux énoncés, qui est la dimension de l'énonciation. Un énoncé, donc, c'est par exemple, il y a du réchauffement climatique. C'est un énoncé, ça. C'est-à-dire, il y a du réchauffement climatique. Mais où est l'énonciation ? L'énonciation, là, n'est pas visible, surtout si c'est un message qui est juste lu quelque part comme ça, ou annoncé à grand renfort d'études, soi-disant scientifiques, etc. Mais le sujet de l'énonciation n'apparaît nulle part. Le sujet de l'énonciation, c'est ce qui est logiquement présupposé par un énoncé. Donc, une formule de Lacan qui dit « le dit ne va pas sans dire ». Donc, pour qu'il y ait un dit, tous les énoncés que vous lisez, que vous écoutez, que vous entendez, présupposent qu'il y aura eu, au futur intérieur, un dire. Il ne serait pas mauvais que vous ayez quelque chose que j'ai intitulé l'étourdi, en écrivant et qui parle de la distance qu'il y a du dire au dit. Il n'y est d'être que dans le dit. C'est une question qui nous laissera en suspens. Et certains, s'il y a dit, de l'être, mais cela n'impose pas la réciproque. Par contre, s'il est dit, ça qu'il y a de l'inconscient et du dit. Ça, c'est un dit. Comment dire? C'est là la question. On ne peut pas dire n'importe comment, et c'est le problème qui habite le langage, le savoir de nous tous. Donc dans cet écart-là minimal entre un énoncé et une énonciation, ce qui se cache derrière est quand même massif, puisque c'est à partir de là que nous allons essayer de remonter un peu dans l'archéologie du sujet, comment cet enjeu-là, de toute puissance, se fait jour et que d'une certaine manière, ce qu'on appelle en psychanalyse la castration, c'est le fait d'assumer que l'autre lui-même, le grand autre, est castré. Alors là, je vais vite, bien sûr, mais nous allons essayer de redéployer un peu ces termes-là par rapport à une généalogie. Nous avons vu la dernière fois que dans la définition, disons, la plus basique du sujet, le sujet se déduit des objets eux-mêmes. C'est-à-dire qu'il y a des objets, objet ça veut dire ce qui est jeté devant, et pour qu'il y ait une perception, une considération, ou ce qu'on appelle une conscience, il faut toujours avoir beaucoup de prudence pour manier ces mots-là, des objets, encore aura-t-il fallu logiquement que quelque chose ne soit pas objet. Donc c'est la définition première du sujet. C'est-à-dire ce qui n'est pas objet. Objet, c'est ce qui est jeté devant, et sujet, c'est ce qui est dessous. Donc ce qui soutient la possibilité qu'il y ait des objets. Ça, on l'a vu, c'est à la fois un stade primaire de définition de l'objet, mais paradoxalement, c'est aussi le stade scientifique. Pour un scientifique qui étudie quelque chose, qui étudie des objets, que ce soit des objets matériels ou aux confins de l'immatérialité comme les atomes, ou même une étude qui porte sur des concepts, puisque c'est un objet littéraire ou un objet conceptuel, le sujet est présupposé par ce qui n'est pas l'objet, donc qui peut avoir une parole sur l'objet, un dire sur l'objet. Donc, nous sommes là dans une dimension du sujet qui est celle courante, qui correspond justement à ce discours courant, et que vient
invalider la psychanalyse par la mise en place de quelque chose qui est la chaîne signifiante et qui vient barrer, d'une certaine manière, en réinscrivant le sujet, non plus par rapport à des objets, mais par rapport à une chaîne signifiante. C'est-à-dire que pour la psychanalyse, les signifiants fonctionnent eux-mêmes en groupe, en cohorte, en essaim, comme dit Lacan. Donc pour faire un jeu de mots avec S1, le signifiant maître, un essaim, c'est-à-dire plusieurs signifiants qui sont corrélés les uns aux autres. Dans cette corrélation-là, les signifiants s'appellent eux-mêmes et le sujet n'est plus celui qui se définit par rapport à des objets, mais celui qui se prend dans la chaîne signifiante. Lorsque tout à l'heure je dis que le sujet qui n'est plus défini par les objets, eh bien ce moment-là, c'est ce moment qui correspond pour l'enfant à une bascule dans son monde où le parent, la mère en tout cas, dans la majeure partie des cas, puisque c'est elle qui s'occupe de l'enfant, elle est la représentante de cet autre du langage, puisque les mots viennent d'elle, c'est elle qui a prononcé les mots, et tous les mots venant d'elle, l'enfant ne peut pas ne pas considérer que, puisque les mots viennent d'elle, ou des adultes, ou des parents, les enfants, en fait, sont lus comme des livres par les parents. La mère sait ce que l'enfant pense. Quand il découvre que ce n'est pas possible, qu'il y a une opacité, notamment par l'exercice du mensonge, que sa mère ne peut pas savoir ce qu'il dit, alors là, il y a une forme de jubilation d'être en possession d'un pouvoir. C'est là qu'apparaît cette notion de phallus. Le phallus est un pouvoir, mais c'est essentiellement un pouvoir-être, puisqu'il y a toujours ce pouvoir-être en présence depuis le début. Dans toutes les petites histoires que nous avons racontées sur la phénoménologie de l'échange de regards entre la mère et l'enfant, avant même ça, c'est-à-dire avant que l'enfant vienne au bras et soit déjà un enfant peut-être de 12, 15 mois ou 18 mois, avec un échange de regards qu'on voit dans les tableaux de la Vierge et l'enfant, avant ça déjà, dans le rapport de l'enfant à la mère, il y a une considération à avoir qui est que l'enfant se considère comme n'ayant pas de corps. Il a été arraché, d'une certaine manière, du corps de la mère. On a vu que son premier mouvement, c'est d'y retourner. Ça occasionne là une autre filière à creuser, c'est-à-dire la notion de la mère comme objet phallique primordial, prioritaire, pour les enfants des deux sexes. Qu'on soit fille ou garçon, la mère est d'abord un objet phallique. Bon, on a vu ça, mais surtout, le mode de pénétration de la mère, comme il ne peut plus être physique, la bascule psychique se fait instantanément. Et l'enfant, bien que ne disposant pas de matériel symbolique, il est déjà, en tant qu'un être humain, par l'être, déjà inscrit dans l'ordre du langage. Donc, c'est par rapport à ces représentations, ces imaginations, avec le peu de matériel symbolique qu'il a, qu'il va se construire un corps à partir du corps de la mère. C'est là que nous arrivons justement à une nuance que fait Freud et que, justement, dans la traduction française, c'est arrivé très tardivement au PUF de la Geschlechtstrieb par rapport à la Sexualtrieb. Et ça va entraîner énormément de confusion par rapport à ce qu'on appelle la sexualité infantile. Parce que Freud, en vérité, il parle de sexuation. C'est dans l'esprit, la sexuation, c'est le fait d'être coupé, d'avoir été coupé du corps de la mère et de devoir reconstruire un corps qui soit un corps de l'espèce humaine. C'est pour ça que Geschlechtstrieb, qui est la plupart du temps traduit par qui n'est pas traduit du tout comme pulsion sexuelle au même titre Sexualtrieb, ce qui est une connerie, parce que le travail de Freud, c'est justement d'instaurer cette pulsion-là en tant que
elle est une pulsion sans objet. C'est-à-dire qu'elle antécède la division sexuelle et qu'elle existe en tant que pulsion pour trouver son objet. Mais c'est un moment de perdition, hein, un moment où la pulsion est là, et la pulsion, c'est une forme d'accrochage justement de la dimension du fantasme, c'est-à-dire le monde des représentations, des pensées, avec, pour le dire un peu basiquement, le monde de l'être, hein, de ce qui est, du corps. Donc, l'enfant va se construire, lui, par la pensée, pour pouvoir récupérer un corps. Donc, s'il y a Geschlechtstrieb, c'est parce que la mère, elle n'est pas considérée comme une femme au départ. Elle est considérée comme un représentant de l'espèce humaine. Donc il s'agit de se construire un corps humain à la ressemblance. On a là le stade du miroir, et puis on a bien sûr dans le graphe le premier court-circuit entre I de A et M, qui est moi, c'est-à-dire moi et l'autre en miroir. Et c'est là où la construction du corps passe par un corps qui antécède la division sexuelle. Mais tout ce procédé-là, en fait, est lié à l'amorce de l'activité psychique de l'enfant. Cette activité psychique de l'enfant, elle est nimbée de puissance, et même, je dirais, de toute puissance. Cette création répétitive, cette inauguration d'une dimension d'un sort tout ce dont va pouvoir se juger l'expérience analytique, c'est aussi bien tardive une impuissance originelle que celle d'obtenir de l'enfant, loin qu'elle soit la toute puissante. Si on a pu s'apercevoir que la psychanalyse démontre que l'enfant est le père de l'homme, bien qu'il doit y avoir quelque part quelque chose qui en fait la médiation. C'est-à-dire que c'est par cette entremise, c'est par cet intermédiaire que l'enfant aborde ce qui se retrouve dans la langue grecque ancienne, qui est la différence entre le mythos et le logos. Bien sûr que le logos va prendre le pas sur le mythos. Mais la création de la grande civilisation grecque, c'est à partir du déploiement du logos, c'est-à-dire une parole organisatrice qui circonscrit le réel, qui l'articule, qui est la parole qui rend compte de la réalité. Mais logos, ça signifie parole en grec. Mais il y a un autre mot qui signifie parole, c'est mythos. M-Y-T-H-O-S, et ce mythos-là, en fait, c'est la parole qui fait être. Et là, nous sommes en plein mythos. Et ce qui explique aussi que, bien que si vous étudiez, comme j'essaie de le faire depuis quelques décennies, l'œuvre de Freud et celle de Lacan de manière très rigoureuse pour essayer de repérer dans les articulations la moindre approximation logique, vous ne la trouverez pas. C'est absolument logique, donc de l'ordre du logos. C'est un arsenal conceptuel parfaitement déployé, mais chacune des œuvres, celle de Freud comme celle de Lacan, a besoin d'un mythos, d'un mythe qui vient suturer tout l'artifice logique, en quoi consiste l'enseignement de l'un et de l'autre, qui sont imbriqués l'un dans l'autre. Donc, pour Freud, bien sûr, c'est le père de la horde primitive. Et d'ailleurs, c'est le seul inventeur d'un mythe contemporain aussi puissant qui n'a rien à envier au mythe de l'Antiquité. Ce père qui ne devient père qu'à partir du moment de sa mort et qui permet à Freud de mettre en place justement cette notion de Nachtrag qui va donner le réel chez Lacan, c'est-à-dire l'après-coup. Et c'est une fois qu'il aura été mort que, effectivement, l'humanité peut naître à elle-même à partir d'une histoire. Hein. C'est le mot qui vient à la place de la chose. C'est ça, le mythos. Et
Pour Lacan, c'est le mythe de la lamelle. Hein. Vous savez, le mythe de l'omelette, là, le mythe lacanien, qui permet de justement coller, suturer, capitonner tout l'édifice de l'enseignement lacanien. Équivalent en termes freudiens, c'est donc tellement bien puissant. Et lui, il a garde en réserve le mythe freudien, tel qu'il s'énonce, non plus au niveau des tragiques, avec sa souplesse subtile. Mais dans l'énoncé du mythe de Totem et Tabou, c'est l'équivalent du père mort et de l'âge puissant. C'est là que nous devons qualifier du terme d'opérateur pictural. Si le mythe se transcende, énoncé au titre du réel, car c'est là que ce soir Freud insiste que ça s'est passé réellement, que c'est le réel. Père mort est ce qui a la glace du mélangeement, mais ce doux et pratique, l'interdiction de la procédure. Le présente à nous en quelque sorte comme le signe de la possible, la mère, de le père mort, soit la douce. Donc, c'est pas pour rien que je reviens sur le mythe du père mort, parce que effectivement, le père mort, c'est la clé de voûte de l'enseignement analytique. C'est pour ça que on est partagé entre le rire sarcastique et puis la consternation de la bêtise des psychanalystes qui se disent, comme Miller par exemple, il padre basta, parce qu'il parle aussi un peu espagnol, vu qu'il a beaucoup d'affidés là-bas du côté des Sud-Américains, et donc ça veut rien dire. S'il n'y a pas cette notion de père, il n'y a pas accès à l'ordre dans lequel le phallus va se déployer, parce que c'est de ça dont il est question. C'est que ce père-là, il était considéré comme tout puissant, puisque c'est lui qui avait toutes les femmes. Et puis, il ne partageait pas, justement. Et donc, les fils, quand ils l'ont mis à mort au cours d'un repas totémique, qu'ils l'ont mangé, dévoré, eh bien, ça ne les a pas libérés, parce qu'ils n'ont pas réussi pour autant, après, à se partager les femmes. Alors, c'est 2 fois que j'emploie le terme partage. Ça, je voudrais revenir 2 minutes là-dessus, parce que on va parler d'énoncé, d'énonciation, et là, le terme de partage, par exemple, ça, c'est un symptôme que vous pouvez repérer. C'est-à-dire que aujourd'hui, je te partage ça, merci d'avoir partagé, on partage, etc. Et donc, on est comme dans Klemperer, là, hein, on est vraiment avec la novlangue actuelle qui a vraiment battu son plein pendant la grande période du covidiotisme, hein, où là toute la bêtise s'est révélée dans son côté massif et en même temps dominateur. Donc c'est d'être pris dans un langage et de répéter ce langage sans entendre et sans savoir ce qu'on répète. Sans savoir ou sans entendre ce que je répète. Parce que on ne se pose pas la question. On, c'est justement l'absence de sujet. Donc on va voir que entre énoncé et énonciation, il y a justement la naissance du sujet et ce rapport à la toute-puissance. Donc partager, hein, ça veut dire une part. Donc partager, c'est pas jeter un os à un chien. Partager, c'est quand vous avez une seule pomme de terre pour repas et que vous la coupez en 2, vous la partagez avec quelqu'un. Ça, c'est du partage. Aujourd'hui, le partage, c'est j'envoie un lien hypertexte, ça ne me coûte à rien, ça même va me revenir comme une espèce de gratification imaginaire d'avoir fait don de quelque chose qui ne m'appartient pas et qui ne me prive de rien. S'il n'y a pas quelque chose dont vous faites une part, c'est qu'il n'y a pas de partage. Donc là, nous sommes dans, justement, cette partie du graphe où c'est le discours courant qui est prioritaire
et qui s'impose par, évidemment, les médias de masse, mais aussi tous les réseaux, tout ce que vous entendez partout, etc. C'est les significations que prennent les mots et les nouvelles significations qui sont souvent l'opposé des anciennes significations. Alors, ça a déjà été signalé par Klemperer avec... J'en ai déjà parlé, mais l'histoire de fanatique. Auparavant, avant le régime nazi, l'arrivée du régime nazi au pouvoir, le fanatisme, c'était quelque chose qui était considéré comme un éloignement de la raison, une forme de folie temporaire, une absence de sens au bénéfice d'un emportement pathologique. Et à partir du nazisme, fanatique, qui va donner fan après, être fan d'eux. Donc fanatique, c'était devenu quelque chose de connoté positivement. Vous devez être fanatiquement allemand. On a vu ce que ça a donné, le nazisme. Donc, on est dans le même genre aujourd'hui de dérive langagière. C'est pour ça que la psychanalyse, en tant qu'elle est elle est un discours. La psychanalyse, je vous le rappelle, je le dis à chaque fois, mais il faut le répéter, n'opère que du discours qui la conditionne. C'est-à-dire le discours de l'analyste. Et le discours de l'analyste, c'est quelque chose de très précis. Vous ne pouvez pas dire n'importe quoi. Se mettre au service du discours de l'analyste, c'est quelque chose de décisif dans une vie. Et donc, la psychanalyse véritable, il y aura eu psychanalyse, pour ceux qui vont voir des psys, entre guillemets, que si le psychanalyste lui-même aura été au service du discours de l'analyste. Donc, la psychanalyse n'opère que du discours qui la conditionne, et ce discours, le discours de l'analyste, c'est vraiment le lien social qu'induit la pratique de l'analyse menée jusqu'à son terme logique. Son terme logique, on va voir, il passe par plusieurs étapes, dont une étape est la castration, en tant qu'elle est la castration de l'autre avec un grand A, que Lacan écrit à Barré. Voilà. Et donc, nous voyons que là, nous avons cette dimension de l'altérité en tant qu'elle est toute puissante. Puisque pour l'enfant, vu qu'il est voué à l'autre, nous sommes cette espèce néoténique, née trop tôt, qui fait que nous dépendons intégralement d'un autre pour tout. Nous ne pourrions pas survivre quelques heures sans que on s'occupe de nous. Donc, l'autre est nanti chez nous a priori d'une toute-puissance, pas au sens où on l'entend forcément un pouvoir comme la toute-puissance politique qu'ils essayent de mettre en place avec le contrôle, les QR codes, le fait de vouloir fliquer tout le monde, etc. C'est pas ça au départ, la toute-puissance. La toute-puissance, c'est quelque chose qui a quelque chose à voir avec le mutos, c'est-à-dire une parole qui fait être. Et il suffit d'une parole de la mère adressée à l'enfant pour le faire être. Si vous voulez toucher un enfant, c'est pas la peine de lui mettre les mains autour de lui. Vous lui parlez directement, vous vous adressez directement à lui, vous lui dites une parole, vous le touchez. Donc c'est une parole qui fait être, parce que nous sommes des êtres de la parole. Et il n'y a d'être que de parole. S'il n'y avait pas le mot être, il n'y aurait pas d'être du tout. Si ça ne rentrait pas en ligne de compte, il n'y aurait pas de considération de l'être. Mais on va voir que cette notion de sujet, c'est justement ce qui vise l'être en tant que pouvoir être sans jamais l'atteindre. Parce que c'est une question là d'articulation des trois registres imaginaires, symboliques et réels. Il y a quelque chose de l'ordre d'une asymptote qui va toujours aller vers la possibilité pour la parole de toucher l'être, le réel, mais sans jamais l'atteindre, parce que si elle l'atteignait, elle passerait du côté du réel, elle sortirait du symbolique. Donc il n'y aurait plus de vérité, il n'y aurait que du réel. Et donc plus rien à dire. Donc notre sujet est toujours décentré. C'est ce qu'aperçoit l'enfant dès le départ de sa vie. Et de ce fait, il va œuvrer pendant ses premières années à se construire un corps. Et cette construction de corps, c'est là que résident les premiers moments de sa perception, sa considération, même si elle est floue et qu'elle est vague, d'une puissance. Cette puissance, elle est liée à la parole. Ça, c'est ce qu'on appelle le phallus. Donc, dans un premier temps, l'enfant, lui,
il va pas rentrer dans ces considérations-là puisque il n'a pas le matériel ni symbolique ni conceptuel, c'est la même chose, pour déterminer ce qu'il en est. C'est juste quelque chose de l'ordre d'une expérience, l'expérience d'une possibilité d'être et aussi de désêtre. Hein, quand la mère n'est pas là ou quand il a une demande qui n'aboutit pas, une demande insatisfaite, eh bien, il va se réfugier dans le fantasme. Dans le fantasme, il convoque déjà l'autre et il différencie, il dissocie l'autre avec un grand A, même s'il n'est pas capable de les nommer comme ça, mais en tout cas le monde des représentations, son fantasme, avec le petit autre réel qu'est sa mère. Elle ne peut pas lui donner le sein en tant qu'autre réel, il va se réfugier dans l'autre symbolique et il va s'imaginer en train de téter et il va éprouver une jouissance imaginaire, satisfaisante, en lieu et place de la satisfaction réelle de sa demande. Donc, le clivage commence à opérer, le glissement entre le monde du fantasme et le réel qui est lié à l'être et qui est toujours marqué d'un écart. Le phallus est appelé à fonctionner comme instrument de la puissance. Or, la puissance, je veux dire ce dont il s'agit quand nous parlons de puissance, quand nous en parlons d'une façon qui vacille de ce dont il s'agit, car c'est toujours à la toute-puissance que nous nous référons. Or, ce n'est pas de cela qu'il s'agit. La toute-puissance est déjà le glissement, l'évasion par rapport à ce point où toute puissance efface. On ne demande pas à la puissance d'être partout. On lui demande d'être là où elle est présente. Juste parce que là où elle est attendue, elle défaille, que nous commençons à fomenter la toute-puissance. Autrement dit, le phallus est présent. Il est présent partout où il n'est pas en situation. L'enfant va d'une certaine manière toujours accorder à ce qui est de l'autre côté de l'écart, c'est-à-dire à l'autre, une toute-puissance. Et c'est là que nous allons voir que dans ce passage déjà décrit de le transfert du sujet dans son acception commune, courante, hein, le sujet empirique, au sujet du signifiant qui caractérise la psychanalyse, c'est-à-dire au sujet qui, lui, est lié à la chaîne langagière, c'est-à-dire d'être accroché, comme, imaginez-vous, les tire-fesses au ski, c'est-à-dire d'être accroché à une chaîne, sauf que dans la chaîne langagière, en fait, le signifiant vient signifier le sujet pour un autre signifiant. C'est-à-dire que les signifiants fonctionnent tout seuls, comme une chaîne, comme ça. Il n'y a pas besoin qu'il y ait quelqu'un d'accroché pour que ça marche. Ça marche tout seul. Et donc, l'accrochage au signifiant va le mettre en rapport direct avec la puissance de l'autre. Et c'est quelque chose d'effrayant, la puissance de l'autre, parce que c'est absolument incontrôlable. Alors, auparavant, on ne la contrôlait pas non plus. On ne peut pas contrôler la mère qui vient ou qui vient pas, donner à manger, donner des caresses, faire des soins, transformer les trous en orifices et permettre au bébé de se constituer progressivement un corps par identification et par l'amour, par la parole, qui est essentiellement là, la parole en tant que le logos s'origine sur une parole qui est une parole d'amour, hein, de reconnaissance de l'autre dans son altérité. Mais bien que il n'y accède pas, il y avait quand même une représentation possible, ça paraissait plus proche, tandis que là, c'est l'infini, comme dirait Pascal, les espaces infinis de signification et d'entrechevênement des chaînes signifiantes qui font que la puissance de l'autre, là, on referme le voile dessus. Refermer le couvercle sur cette
puissance de l'autre, que la puissance, elle est chez l'autre, ça, c'est ce qu'on appelle la névrose. La névrose, c'est juste, on referme. On ne veut pas savoir. Voilà. Ça, c'est la définition minimale de la névrose et qui renvoie, comme vous le savez, aux deux autres structures qui ont antécédé ce moment de fermeture. Donc avec la psychose, où la psychose, cette fois, si on la redéfinit avec cette notion de puissance et de phallus, puisque le phallus est cette puissance, puisque c'est le signifiant en tant qu'il est le signifiant. C'est-à-dire que ce n'est pas le S1, le rapport du S1 au S2, ce n'est pas le signifiant maître, c'est le signifiant. C'est-à-dire que nous soyons inscrits a priori par notre conformation physiologique même, le fait que nous ayons un larynx et une oreille, et que nous naissions, bien sûr, malentendants, c'est le signe même que nous sommes l'espèce qui doit se reconnaître comme les porteurs de la parole. La parole, donc, c'est quelque chose qui va nous sursignifier dans l'ensemble de nos déterminations. C'est ça le travail de la psychanalyse, c'est d'amener chacun des sujets analysants à retrouver chez lui l'énonciation en tant qu'elle n'est pas l'énoncé. Donc il y a l'écart entre l'énonciation et l'énoncé. Nous allons y revenir. Donc je continue sur les structures. Donc la psychose, on l'avait définie de celui qui, le grand autre, c'est-à-dire ce dont fait l'expérience l'enfant de manière fractale et qui referme tout de suite au plan de la névrose, qui est la dernière structure, eh bien, il n'y croit pas. Il n'y croit pas, ça veut dire tout simplement qu'il sait. Et donc, il n'y a pas de possibilité de débrayage entre le savoir et le croire. Parce qu'on croit là où on ne sait pas. C'est-à-dire que le savoir va s'avancer jusqu'à un certain point, au point où je ne peux plus savoir, je suis obligé de croire si je veux faire la jonction avec l'autre. Donc, lui, le psychotique, est sous l'emprise de l'autre, mais sans pouvoir le savoir parce qu'il ne peut pas y croire. C'est-à-dire qu'il ne peut pas, disons, c'est pas un état permanent et continu, hein. C'est par moments de crise où être en prise avec une puissance extérieure, qui est l'autre, en tant que radicalité absolue du langage, de la parole par rapport au corps, que le psychotique, lui, il ne peut pas savoir parce que il refuse d'y croire. Il ne peut pas y croire. Il ne peut pas y croire. Et s'il y croyait, il créerait cette dimension intermédiaire de pouvoir agir sur le symbolique pour le faire basculer d'un côté vers l'imaginaire, d'un côté vers le réel. Tandis que là, l'imaginaire et le réel sont trop proches l'un de l'autre, et donc ce qui est exclu du monde symbolique, c'est-à-dire qu'il ne peut pas être dit, qu'il ne peut pas être représenté, qu'il ne peut pas être imaginé, va revenir dans le réel. Ça, c'est ce qu'on appelle la forclusion. La forclusion, c'est verworfen en psychanalyse, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui, sous le mode d'hallucination, de voir, ne peut pas être pris dans le doute qu'impose la croyance. La croyance, c'est savoir qu'on croit. Hein. C'est pour ça que dès qu'on se comporte dans une croyance comme s'il n'y avait plus de doute dans la croyance, alors nous sommes dans non plus la notion de vérité ou de foi, nous sommes dans la croyance pure qui s'approche de la psychose parce que ça devient un savoir. Il n'y a plus de débrayage possible avec le sujet parce qu'il n'y a plus de possibilité d'articulation du sujet à l'autre.
Et donc, dans le déploiement, là, des structures, ce premier moment, il faut savoir que nous sommes tous psychotiques, au moins quand on rêve, mais à certains moments de la vie, on peut faire des mini-crises psychotiques, c'est-à-dire qu'il y a une forme d'immédiateté du réel qui nous vient dessus. Il n'y a plus d'épaisseur symbolique qui nous permet de métaboliser, d'une certaine manière, ce qui nous vient du réel et de pouvoir l'inscrire dans mes propres pensées auxquelles je ne crois pas vraiment. La plupart du temps, quand même, on ne prend pas très au sérieux ces pensées, ces représentations. Et puis, le réel, c'est ça. Donc, on ménage une respiration avec une zone intermédiaire. Tandis que le psychotique, au moment, en tout cas, de crise, il y a une forme d'immédiateté du réel qui, sous la forme d'un imaginaire non symbolisé, lui rentre dedans comme réel. Donc c'est extrêmement inquiétant et c'est la phase justement de non dialectisable par le symbolique. C'est la phase du langage qui n'est pas dialectisable, qui n'accouche pas d'une dialectique que permet le symbolique. Dans la perversion, alors, qui est la phase intermédiaire, c'est une phase où au départ, la perversion, c'est pas forcément quelque chose de mal ou de mauvais. C'est juste une structure intermédiaire où il y a le maintien forcé d'une intersubjectivité qui ne serait pas seulement imaginaire, mais une intersubjectivité réelle. C'est que l'enfant veut rester sujet et sa mère aussi sujet. Donc il refuse quand même quelque chose de l'ordre de dès qu'il y a un sujet, c'est que de l'autre côté il y a un objet. C'est ou sujet ou objet. Si je suis objet, c'est que l'autre est sujet, et vice-versa. Il ne peut pas y avoir deux sujets indépendamment de l'imaginaire et, nuance, de la position analytique. C'est-à-dire le psychanalyste, dans la cure, à se faire l'objet petit a, en tout cas en prendre la place et à n'en faire que le semblant, permet l'émergence du sujet, de l'énonciation. C'est ce à quoi on va arriver tout à l'heure. Donc, ce en quoi, lui, sait très bien qu'il n'est pas objet. Mais il joue le jeu à n'en faire que le semblant, c'est-à-dire à ne pas être défini par la parole de l'analysant et ne pas jouer l'intersubjectivité en faisant croire qu'elle est réelle et qu'il serait, lui, une incarnation de l'autre. Non, il se met en position d'objet petit autre, qui est la position du mort au bridge. C'est de là aussi où ça a quelque chose à voir avec le père mort. Donc, le pervers, lui, reste dans ces dispositions-là, et de ce fait, c'est celui qui va dans la garde-robe de sa mère, qui va essayer ses robes, ses bas, etc., qui va essayer de se mettre à la place de l'autre pour lui piquer sa jouissance, pour essayer de contrôler ça et d'avoir un contrôle là-dessus. Donc, évidemment, ça va donner les perversions les plus courantes qui vont être le transvétisme, le fétichisme. Vous savez, le fétichisme, c'est, par exemple, s'arrêter sur un objet, le dernier objet, avant de se rendre compte que, par exemple, la mère n'a pas le phallus. Donc ça va donner toutes les pratiques sadomasochistes, etc. Et ça va donner ce que la littérature, disons, secondaire et totalement trompeuse appelle les pervers narcissiques, parce que ça veut rien dire, ça c'est une invention de Racamier, mais qui est un business de psychologue. C'est toute perversion a forcément une origine narcissique, donc le terme même ne veut rien dire. Et en fait, c'est juste que dans la définition analytique, il va se mettre en position d'objet, donc d'instrument de la jouissance de l'autre, pour contrôler l'autre dont la puissance lui échappe. Donc il va se faire le maître, le créateur, l'ordonnateur, le Pygmalion d'une femme. Le plus souvent, c'est quand même dans cet ordre-là, l'ordre des choses. C'est-à-dire que c'est celui qui va organiser, il va mettre une femme dans la position du grand autre non castré. Et évidemment, en se mettant dans cette capacité d'être lui l'instrument de sa jouissance,
en la faisant jouir, de contrôler cette jouissance, d'avoir l'illusion de contrôler l'autre, donc la puissance de l'autre. Évidemment, à un moment, la supercherie va être découverte, elle va s'en rendre compte, et là, il va la détruire, il va la virer comme une vieille chaussette, il va lui enlever son phallus imaginaire qu'il lui a donné, et il va passer à une autre. Donc on est là, on est dans la dimension pathologique de la perversion, telle qu'elle peut se déployer dans toutes ses formes possibles, et aujourd'hui, on peut dire que c'est quand même une efflorescence des modes d'incarnation de la perversion. Et la névrose, justement, c'est l'envers de la perversion. C'est-à-dire que c'est la situation, disons, de ne pas faire ce que le névrosé se contente de rêver. C'est déjà dans Platon, ça, le méchant, le gentil se contente d'imaginer ce que le méchant fait effectivement. Ça représente le névrosé qui, lui, referme le ciel donc du langage et donc de cette dualité à l'autre avec la toute-puissance qui est la puissance de l'autre. Parce que quand les mauvais psychanalystes ou psychologues qui disent l'enfant dans cette dimension de toute puissance, c'est jamais l'enfant qui est dans la toute puissance. S'il l'est, c'est par assimilation de la toute puissance de la mère qu'il considère comme autre. Mais c'est la mère qui est créditée de toute puissance. Et c'est souvent, justement, les enfants qui essayent de jouer cette carte-là, c'est parce que il n'y a pas eu de préparation à la limitation de la jouissance, en quoi consiste le plaisir, et donc qui est l'annonce d'une castration en train d'être assumée. C'est l'assomption de la castration qui va faire que l'enfant peut entrer dans un Oedipe correctement mis en place, avec le fait que la mère refuse d'être celle qui est assimilée à la toute-puissance en accordant du crédit à la parole du père. Même si le géniteur est très souvent effacé, inexistant, la plupart des hommes sont fades et fallots et n'ont pas vraiment de puissance, mais en tout cas, une mère qui vit correctement sa maternité, elle va refuser d'être mise en position de toute puissance, ce qui va faire que l'enfant va pouvoir vivre un Oedipe plus ou moins réussi, parce qu'il y a 3 étapes aussi à l'Oedipe, mais ça, nous l'avons déjà vu il y a quelques séminaires, donc on ne va pas revenir là-dessus. Mais c'est effectivement par l'Oedipe que l'enfant va pouvoir justement dépasser certaines zones de la perversion, et notamment choisir son objectif sexuel dans l'autre sexe, parce que quand même, c'est originellement le but. Originellement, même l'ensemble des fantasmes, nous l'avons déjà vu aussi, c'est quand même ce qui domine, c'est de perpétuer l'espèce humaine, mais pas à n'importe quel prix. C'est pour ça que les fantasmes masculins et les fantasmes féminins ne sont pas les mêmes, et que si les hommes ont comme fantasme de baiser toutes les femmes, pour les femmes, c'est pas ça. Pour les femmes, même si elles ont beaucoup d'aventures, c'est plutôt trouver le signifiant phallique qui les signifie elles, et puis elles sont obligées de se rendre compte qu'il faut embrasser plusieurs crapauds avant de tomber sur le prince, imaginaire bien sûr, mais dans l'idée, la puissance qui domine, et justement qui est cette puissance phallique, elle est celle de la perpétuation de l'espèce. Et ça, c'est pas seulement propre à l'espèce humaine, toutes les espèces sont comme ça. Donc, nous avons une sorte de logique à l'œuvre qui se retrouve dans ce qu'on appelle le désir. Le désir, c'est ce qui a permis, dans l'acception qu'en fait Lacan par rapport au Wunsch freudien, de déterminer une position du sujet par rapport à ce désir. Et nous l'avons vu que ça passe donc par la demande, qui est une demande qui n'est pas forcément énoncée en tant que telle, mais disons par la voix en tant que le bruit qu'elle fait, mais c'est déjà une parole que l'enfant émet gestuellement de vouloir téter sa mère. Et donc, d'une certaine manière, là, l'enfant rentre déjà dans le registre du désir où la parole, et donc le désir lui-même, va donner son empreinte et modifier la demande. À partir de là, donc, se met en place la possibilité pour l'enfant de s'endormir d'une certaine manière dans la différence qu'il y a entre
un énoncé et une énonciation. Mais cet endormissement qu'on va retrouver dans le rêve, puisque c'est là où justement la psychanalyse va révéler au monde quelque chose d'absolument inouï, c'est-à-dire une fonction aussi naturelle que le sommeil va être protégée d'une certaine manière par une jouissance qui est une jouissance de la parole. La jouissance est à entendre aussi, pas seulement comme un plaisir excessif qui peut aller jusqu'à la ruine, mais aussi la jouissance au sens juridique, c'est-à-dire nous devons jouir de la parole, et cette jouissance de la parole permet de crypter des éléments du signifiant entendu dans la journée ou auparavant, etc., pour mimer une satisfaction imaginaire qui passe par le symbolique et qui protège le sommeil du dormeur. Et c'est par le rêve, donc la porte ouverte à l'inconscient, que nous arrivons à cette notion d'énoncé et d'énonciation de manière, disons, la plus primitive, archaïque. C'est que il y a le rêve en tant que l'enfant se rend compte qu'il a fait un rêve. Donc, il raconte le rêve. Et puis, ce que Freud remarque, c'est que quand un patient raconte son rêve, il raconte aussi autour du rêve. C'est-à-dire, oui, mais là, je me souviens pas bien, là, je sais pas trop, il manque quelque chose, etc. Et Freud recommande et dit, attention, ce qui semble être en dehors du rêve fait partie intégrante du rêve. Ce sont les pensées latentes du rêve. Et donc, c'est là qu'il s'agit de repérer le sujet de l'énonciation par rapport à l'énoncé d'un rêve. Donc, vous avez là la première amorce, donc, sur le fait qu'un rêve constitue une unité. L'enfant dit, par exemple, j'ai fait 3 rêves, ou j'ai fait 4 rêves. Il n'y a pas juste j'ai rêvé. Bien sûr, ça peut se dire j'ai rêvé, mais les rêves possèdent chacun une forme de bloc de sens dans lequel ce qui est dit par rapport à ce rêve fait partie, disons, de l'interprétation du rêve. Et puis ensuite, à l'intérieur du rêve, vous avez les associations. Donc les analysants sont convoqués à associer. Et quand ils associent, il y a quelque chose de discontinu qui se met en place. Et là, vous commencez à voir la différence entre le réel, qui est discontinu et qui est de l'ordre d'une énonciation, par rapport à un énoncé qui est continu. Par exemple, quelqu'un, pour reprendre l'exemple de tout à l'heure, qui dit « il y a du réchauffement climatique », il est où son sujet à lui, son sujet d'énonciation? Puisque il produit un énoncé, mais c'est pas son énoncé. C'est-à-dire qu'il l'a lu quelque part, il est obligé de le prendre quelque part. Qu'est-ce qu'il en sait, lui? Il ne peut rien en savoir. Donc, son sujet de l'énonciation, il est juste d'avoir choisi cet énoncé-là. Nulle part ailleurs. Donc, c'est très très réduit, parce qu'avant de faire rentrer dans la possibilité du sujet de l'énonciation, qui n'est plus justement le sujet d'un énoncé, c'est-à-dire sujet, verbe, complément, un sujet grammatical. Le sujet de l'énonciation, c'est un sujet logique, c'est-à-dire que c'est un sujet qui fonctionne par présupposition. Pour qu'il y ait eu un dit, il y a du réchauffement climatique, il aura fallu qu'il y ait eu un dire, c'est-à-dire un sujet d'énonciation. C'est obligé. Il ne peut pas y avoir d'énoncé sans qu'il y ait eu, à un moment, une énonciation. Mais le problème, c'est que dans le monde de l'écrit, de la législation à tous azimuts par rapport à une profusion des énoncés, etc., l'énonciation disparaît. L'énonciation qui disparaît, vous le savez, c'est le fameux tous les hommes sont mortels ou bien tous les crétois sont des menteurs. C'est-à-dire pour pouvoir dire ça, il faut que je fasse disparaître le sujet de l'énonciation. Et la disparition du sujet de l'énonciation, elle ne révèle sa réapparition qu'avec la psychanalyse. C'est-à-dire avec Freud qui récupère le sujet de l'énonciation à partir du rêve. C'est pour ça qu'il dit que le rêve est la voie royale d'accès à l'inconscient. Ça, bien sûr,
nous allons le retrouver dans le rêve du père mort, hein, avec cette articulation que permet Lacan. La trouvaille géniale de Lacan, c'est bien sûr l'objet petit a, la seule trouvaille qui revendique, la seule invention qui revendique. Mais en fait, l'articulation de imaginaire symbolique réel, avec le petit a au centre comme centre des coordonnées d'un coinçage des trois registres en quoi consiste imaginaire symbolique et réel, ça c'est vraiment décisif pour comprendre les enjeux qui sont les nôtres aujourd'hui par rapport à cette différence, cette articulation entre le niveau de l'énoncé qui est sur le graphe, là, la partie du graphe qui est en bas et qui n'est pas discontinu puisque le sujet se colle lui-même aux énoncés préexistants sans prendre en compte son énonciation. Et la partie haute du graphe, où l'énonciation vient sous une forme discontinue, aussi bien le sens global de chacun des rêves qu'à l'intérieur du rêve, les associations libres nées des signifiants qui font intervenir des rapports et des raccords avec d'autres chaînes symboliques qui coincent le sujet, qui permettent de définir le sujet, en tout cas sa position, ses affects subjectifs qui vont déterminer le rapport qu'il a à son être. Là, nous sommes dans le registre de l'énonciation qui définit la psychanalyse en tant que telle. Ceci nous mène à pousser la porte de certaines philosophies. Il faut pas pousser cette porte trop vite. Il faut pas pousser cette porte trop vite parce qu'il faut rester au niveau où j'ai placé ce que j'ai en somme appelé les discours. C'est le dire qui secourt. Il faut quand même bien profiter de ce que nous offre d'équivoque la langue dans laquelle nous parlons. Qu'est-ce qui secourt? Est-ce que c'est le dire ou est-ce que c'est le dit? Dans l'hypothèse analytique, c'est le dire. C'est le dire, c'est-à-dire l'énonciation. L'énonciation de ce que j'ai appelé tout à l'heure la vérité. Tout ce qui se dit est une escroquerie. Ça ne l'est pas seulement de ce qui se dit à partir de l'inconscient. Ce qui se dit à partir de l'inconscient participe de l'équivoque. De l'équivoque qui est le principe du mot d'esprit. Équivalence du son et du sens. Voilà au nom de quoi j'ai cru pouvoir avancer que l'inconscient était structuré comme un langage. C'est-à-dire, si l'ensemble, disons, de l'idéologie en quoi consiste aujourd'hui le discours de la science, ce que permet la psychanalyse aujourd'hui, c'est justement de ne pas accepter l'élimination du sujet de l'énonciation et de permettre à chacun ce en quoi la psychanalyse n'est qu'une science du particulier. Ce ne peut jamais être quelque chose qui s'applique comme des énoncés, c'est-à-dire tout ce qu'on nous dit tout le temps qu'il faut faire, etc. C'est que pour chacun, c'est à chacun de retrouver la place de son énonciation, et donc ça, c'est un travail sur la parole, c'est un travail sur le langage, ce en quoi, bien sûr, la psychanalyse n'est que ça, une clinique du discours et un discours, mais c'est Freud lui-même qui nous amène la possibilité de désaliénation du discours dominant et de sortir, pour nous, par rapport à notre énonciation, de l'injonction massive des énoncés et une forme de minorité, pour reprendre un terme kantien, dans laquelle nous nous trouvons d'être obligés de obéir à la parole. C'est ça le fait de cette puissance du grand autre-là, c'est qu'il y a une parole et nous sommes obligés d'obéir. Parce que c'est quelque chose de très archaïque et nous avons cette soumission à la parole qui est inscrite depuis le début par le fait que la toute-puissance nous la donne à la parole. Ce que permet de comprendre Lacan, c'est que
le phallus lui-même, qui est cette possibilité même qu'il y ait quelque chose plutôt que rien. Puisque la question de la philosophie, c'est pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? Ça ne se pose pas comme ça en psychanalyse. C'est qu'il y a toujours quelque chose. Il y a au moins le symptôme. Il y a toujours quelque chose parce qu'il y aura eu rien. C'est-à-dire le rien, c'est ça le phallus. C'est à partir de ce rien que quelque chose peut être. Et c'est la parole qui fait être. Et donc Lacan, là, lui dit quelle peut être la consistance d'un Dieu qui crée le monde par la parole. Voilà, je vous laisse là pour aujourd'hui.